épisode spécial où est-ce qu'on vient démystifier, mais c'est quoi une sage-femme? À quoi ça sert et comment la pratique sage-femme a évolué dans les dernières années? Et c'est quoi une doula? C'est quoi la différence? On va regarder aussi au niveau médical. Encore une fois, le but de cette série d'épisodes spéciales, c'est de te montrer que finalement, on a un besoin de se mettre en action toutes pour préserver, améliorer notre autonomie corporelle face aux naissances et améliorer notre expérience. Et honnêtement, moi, j'imagine mes filles mettre au monde leur enfant si elles en veulent dans quelques années. Je me dis, qu'est-ce que je leur souhaite? Puis honnêtement, je leur souhaite de savoir avant et de ne pas se découvrir pendant. Donc, d'avoir un fond en dedans d'elle, des connaissances, un savoir et une confiance surtout. Et avec cette idée-là, pas le choix de remettre en question, pas le choix d'essayer d'espérer mieux. Et c'est ce que je vous invite à faire tranquillement, pas vite. Donc, bonne écoute de cet épisode, encore une fois, qui remet en question un système et qui vous propose finalement des options qui sont peut-être plus alignées avec ce que vous recherchez. Et c'est ce que je te souhaite. Donc, bonne écoute à toi. Re-bienvenue dans cette série d'épisodes spécial problèmes de société, actualité, pas le choix d'en parler. Et cet épisode-ci, on va discuter du métier de sage-femme et aussi démystifier un peu le métier de doula. Parce que veut pas, les gens mélangent souvent un peu des deux. Et là, Ariane Morissette, toujours sage-femme, hein? Oui. En 2 épisodes, ça n'a pas changé? Non. Est-ce que tu serais à l'aise de nous parler un peu de c'est quoi ta formation? Qu'est-ce que tu fais exactement? À quoi tu sers? À quoi je sers? Bien, moi, je fais partie de la 2e cohorte de sages-femmes formées au Québec, tu sais, parce que précédemment, on a parlé de la légalisation, mais en 1999, il n'y a pas seulement la légalisation de la profession sage-femme, il y a aussi le bac sage-femme qui a été créé ou inauguré à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Fait que dans le fond, moi, je fais partie de la 2e cohorte, donc la 2e année de sage-femme graduée du Québec. Là. Je suis une vieille jeune, une jeune vieille. En tout cas, bref. Fait que dans le fond, une sage-femme, c'est un professionnel autonome. On est formé pour faire les suivis de grossesse. Puis là, j'ai pas le choix de le dire de même, excusez-moi, faire les accouchements et les suivis postnataux de la mère et du bébé jusqu'à 6 semaines postnatales. Donc, ma formation universitaire, c'est 4 ans, voire 4 ans et demi d'université, où on apprend tout ce qu'il faut pour faire des suivis de grossesse sécuritaires, pour avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour gérer les accouchements, là. Puis aussi toutes les connaissances en allaitement, puis en suivi. Oui, puis on vous a pas assez longtemps. Oui, ça c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, il y a plein de choses que dans le monde de la périnatalité, les sages-femmes pourraient aller s'impliquer, mais actuellement, comment le modèle de pratique est fait, c'est des suivis complets. Oui, c'est sûrement vers ça que vous vouliez changer. C'est l'approche holistique aussi qui est mise de l'avant. L'idée, c'est de développer une relation avec quelqu'un, puis un lien de confiance. Puis c'est ce qu'on appelle, nous les sages-femmes, la continuité. Dans le fond, c'est pas une continuité de soins comme à l'hôpital où est-ce que c'est un plan d'action que tu dois suivre, mais plus une continuité relationnelle entre une sage-femme puis la clientèle. Parce qu'on croit que dans cette continuité-là réside un grand pouvoir de mise en puissance. C'est ma meilleure traduction de « empowerment », là, mais dans le fond, c'est ça. Puis comme je disais précédemment, moi, ce qui a fait que j'ai voulu devenir sage-femme, c'est... dans le fond, j'ai un DEC en soins infirmiers, puis la première naissance que j'ai assistée, c'était un accouchement à l'hôpital, puis on m'a mis là à tenir la jambe de la femme, puis le médecin hurlait « Pousse, 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 pousse! » Puis là, le bébé est né, puis tout ça, puis là, genre, j'étais comme « Aïe, aïe! »
c'est ça, accoucher, tu sais, genre, moi, j'ai eu la chance d'avoir Isabelle Brabant dans l'entourage de ma famille, puis, tu sais, les filles de Caleb, tout ça, ça a baigné mon enfance, ça a fait que moi, j'avais envie d'être là, tu sais, pour les femmes, pour ces moments merveilleux-là, mais le clash, ça a été aussi à l'hôpital. J'étais comme, quoi? C'est ça, accoucher, tu sais? Fait que c'est ça. Mon dada aussi, c'est les accouchements dans l'eau. Je suis une nageuse, j'ai toujours été à l'aise dans l'eau, puis moi, j'étais comme... J'avais 8 ans, je disais ça à ma mère, genre, moi, je vais aider les femmes à accoucher dans l'eau comme les dauphins, tu sais. Fait que j'ai eu la chance, pendant ma formation, de rencontrer des sages-femmes pionnières, clairement, mais aussi des sages-femmes dont l'accouchement dans l'eau était aussi leur dada, là. Dominique Porret, qui est retournée en France maintenant, là, mais donc, j'ai eu la chance de créer ça aussi, de co-créer, tu sais, de participer, de donner cette option-là à des femmes. Moi, j'ai accouché 2 fois dans mon bain. Fait que, je sais pas, c'est quoi accoucher terrestrement, là, mais, fait que c'est ça. C'est vraiment plus le fun dans le bain. Non, parce que c'était pas la gravité. Puis moi, en surpoids, tu sais, c'est plus dur en fin de grossesse, bouger. Fait que dans le bain, j'ai plus cette limite de mouvement-là. Fait que j'aime vraiment ça, tu sais, côté mobilité, gérer la douleur. C'est pas pour tout le monde. Puis moi, je tolère pas la chaleur. Fait qu'il faut que mon bain soit complètement gelé. Puis là, après ça, quand le bébé naît, ils veulent me le réchauffer. Je touche pas l'eau chaude! Mais moi, je suis vraiment... Ouais, j'aime beaucoup dans l'eau. Puis, par exemple, là, tu parlais de la formation d'une sage-femme qui est quand même importante. Et ce serait quoi la différence avec une formation plutôt d'obstétricien ou de généraliste qui s'en va assister les femmes qui enfantent ou j'ai dit obstétricien ou gynécologue? Je sais plus quel j'ai dit. Dans le fond, les obstétriciens, c'est les médecins qui s'occupent plus des grossesses, accouchements. Gynécologue, c'est tous les autres problèmes de la gynécologie féminine. Fait que pour vraiment l'enfantement, là, ça serait les obstétriciennes, mais ce sont les deux, tu sais. Dans le fond, l'obstétrique gynécologie, c'est une spécialisation de la médecine. Donc, ils font leurs 5 ans de médecine normale, puis ils font un autre 3, 4, 5, des fois 6 ans là, de spécialisation. Mais là, c'est au moins 5 ans là, pour devenir gynéco-obstétricien. C'est quand même une des spécialisations les plus difficiles parce que ça combine l'obstétrique puis aussi la chirurgie. Fait que c'est quand même puis c'est une des sections de la médecine les plus à risque de poursuite. Fait que c'est quand même quelque chose. Un médecin de famille généraliste, dans le fond, lui, il fait ses 5 ans de médecine plus 2 ans de médecine familiale. Puis dans son 2 ans de médecine familiale, il doit faire peut-être, j'avoue, là, ma connaissance moyenne, là, tu sais, les programmes de médecine changent, mais il doit faire peut-être 6 mois en obstétrique, gynéco pour comme développer ses connaissances au niveau des accouchements. Oui. Puis là, Sage-Femme Québec, Sage-Femme France, il y a quand même aussi des différences dans leur formation parce qu'on voit sur le terrain que c'est différent, les façons d'agir. Je pense qu'en France, depuis 2000... quelque chose, la formation de sage-femme, il y a une année de tronc commun avec la médecine, puis après ça, ça se split. Mais c'est aussi 3 ans facilement être sage-femme en France, je crois. Mais elle travaille presque exclusivement à l'hôpital. Ça serait à peu près l'équivalent d'une infirmière en obstétrique ici au Québec. Là. Fait qu'au niveau de pouvoir, compétences, tout ça... Oui. Que vous avez plus les compétences et pouvoirs, mettons, qu'un médecin aurait? Bien, nous, on a les mêmes, à peu près les mêmes pouvoirs et compétences que les médecins. Là. Mais en France, ça va être plus comme une infirmière. Oui, mais ils font un peu plus d'intervention, là, mais il y a un peu moins d'autonomie qu'ici. Un peu moins d'autonomie. Puis là, on voulait différencier aussi doula. Puis là, je t'ai vu écrire plein de fois. Est-ce que c'est correct si je vais avec différencier doula avant? OK, parfait, pour rebondir avec toi. Donc, est-ce que ça te tente de nous en parler? Oui, complètement. Alors, c'est quoi la formation? C'est quoi la différence entre une doula et une sage-femme? La formation, c'est vraiment... déjà, on a comme une formation de base sur qu'est-ce que la physiologie de l'accouchement. Donc, ça dure une journée de formation pour ça, disons, la physiologie. On nous explique ce que c'est. Puis après, il y a comme 1 ou 2 journées aussi de formation sur l'accompagnement de la personne.
puis une journée de formation d'allaitement. Donc, c'est comme sur 3 week-ends, 2-3 week-ends. C'est sur 2-3 week-ends. Dans le fond, c'est vraiment le côté relationnel. Puis la physiologie. Est-ce qu'une de vous pourrait me dire c'est quoi une physiologie de naissance? Ben, en fait, accoucher, ce qu'on appelle physiologiquement, c'est sans intervention médicale, sans aucune intervention de toutes sortes de comme ocytocine synthétique ou péridurale, ou c'est comme on touche à rien au niveau biomédical, et on accouche de manière physiologique. Physiologique, mais quand vous avez vos cours de physiologie, je te vois que tu te retiens de parler, quand vous avez vos cours de physiologie, globalement, outre, c'est l'absence d'intervention. Ce serait quoi une naissance physiologique? C'est quoi le moteur vers? Alors, c'est vrai, là, on va vraiment parler comme des phases d'accouchement, on va parler des hormones, de l'accouchement, de la façon dont... qu'est-ce qu'une contraction normale et physiologique sans intervention? Qu'est-ce que l'ouverture du col et le fait que bébé passe, comment il passe? C'est vraiment... Fait que dans le fond, vous n'allez pas avoir de formation sur une intervention, sur l'analyse de la santé, comme les sages-femmes ou les médecins ou les infirmières vont avoir. Vous, votre intervention va être plus dans enseigner. On va vraiment être là, comme en tant que doula, on fait comme souvent 3 rencontres prénatales où on va expliquer ce à quoi elles doivent s'attendre à l'hôpital ou à la maison de naissance. On va essayer aussi de voir qu'est-ce qu'elles veulent, de quoi elles ont peur, puis de démystifier. C'est beaucoup normaliser aussi la physiologie de l'accouchement et de la grossesse et du postnatal. Et c'est aussi être présente, surtout psychologiquement, et dans l'accompagnement relationnel et le fait d'être... en fait, en tant que doula, moi, ce que je me dis, je suis là pour que la personne en face de moi ait exactement l'expérience d'accouchement qu'elle veut. Donc, peu importe ce qu'elle veut. Fait qu'on crée une petite bulle, puis toi, tu es la protectrice un peu de cette bulle-là. On peut dire ça, puis mais c'est surtout, j'ai envie de dire, lui permettre de prendre les décisions qu'elle veut, lui ouvrir le champ des possibles et lui dire qu'est-ce que toi tu veux, tout est possible, tu peux toujours dire non, rien n'est obligatoire dans un accouchement, dans un suivi de grossesse, rien n'est obligatoire, tu peux dire non n'importe quand, à n'importe quoi. Maintenant, c'est à toi de te poser les bonnes questions, puis durant l'accouchement, je serai là pour te reguider ou de rediscuter avec toi de ce qu'on a parlé en prénatal. Oui, si ça change en cours de route pour des besoins X, Y, là, être ouverte, mais de savoir d'avance. Puis c'est ça que tu dis, on peut toujours dire non. Sauf, c'est pas évident, dire non quand on est en position un peu soumise, là, je dirais. Tu sais, qu'on a une autorité au-dessus de nous. Donc, on se ramasse, tu sais, quand on se sent obligé d'accepter quelque chose parce qu'il y a eu des menaces ou peu importe. Puis des menaces obstétricales, ça va être... Bien, si tu fais pas ça, tu mets ton bébé en danger. Ça, c'est une façon c'est une violence qui peut être faite. Fait que, on se ramasse finalement à prendre des décisions qu'on ne voulait pas nécessairement, mais on a eu tellement peur de l'opposé, on s'est fait tellement présenter que là, on doute. Puis aussi physiologique, parce que tu le décris très bien, c'est pas juste connaître le physique de ce qui s'en vient quand on enfante, mais c'est tout le côté émotif qui n'est pas nécessairement très bien étudié scientifiquement. Moi, je viens de lire beaucoup là, parce que j'écris mon livre de grossesse, fait que je me suis quand même scientifiquement mis à jour là, à ce niveau-là, mais j'ai pas vu beaucoup d'études sur le côté émotif qu'on peut pas mettre de côté, parce que souvent, effectivement, on va parler de la mécanique, tout ce qui est quantifiable objectivement, c'est facile à étudier, mais tout le côté expérience, croyance, culture, c'est toutes des choses qu'on va même, mais ça penche autant dans la balance, c'est aussi important que tout le reste. Fait que merci de l'avoir décrit, puis là, je t'ai vu noter, Sarah, on t'écoute. Hey, j'ai plein de choses à dire, mais si je fais le fil, là, tu sais, pour moi, une doula, c'est une personne qui est là, puis juste le fait d'être là, qu'il y ait quelqu'un qui reste, tu sais, du moment où le travail actif commence à la fin, ça peut faire une différence pour la personne qui accouche, là, significative. Puis jusqu'à un certain point, ben, les sages-femmes, malgré toutes leurs connaissances, elles sont aussi là pour être là. Ben oui, c'est pour ça. Pour tenir l'espace. C'était ma prochaine question. Avoir entendu les doulas, qu'est-ce que tu as rajouté, toi, de ce côté-là? Parce qu'effectivement, le côté émotif, vous êtes présente pour ça aussi. Mais c'est ça, comme je disais tantôt, le suivi sage-femme, ça veut un suivi holistique. Fait que c'est pas juste un suivi médical où est-ce que je prends tes paramètres, ta pression, je mesure la hauteur de ton utérus, j'écoute le cœur de ton bébé, je te fais les examens sanguins, ainsi de suite. Mais c'est aussi prendre
le temps de répondre à tes questions, de te transmettre de l'information sur les choses qui pourraient arriver. Tu sais, nous aussi, on passe beaucoup de temps à expliquer la physiologie. Tu sais, dans le fond, pour moi, la physiologie, juste, je fais une petite parenthèse. Oui, vas-y, donne ta définition. Il n'y en a plus d'accouchement physiologique dans la vie, les girls, tu sais, je veux dire, juste le fait comme d'être là, tu sais, je veux dire, on n'accouche plus. Un accouchement physiologique pur, ça serait une femme qui accouche toute seule dans une caverne, tu sais. Dans sa maison. Dans sa caverne maisonnée. En tout cas, whatever, mais je veux dire, dans le monde dans lequel on vit, tous les accouchements ont des interventions. Comme tu disais, juste se déplacer pour aller à un lieu de naissance, c'est une intervention. Qui a des effets, hein, qui peut amener plein de problèmes. Fait que dans le fond, la physiologie, pour moi, c'est beau, là. C'est un beau rêve, mais c'est une utopie. Dans le sens que, genre, on vise la physiologie, mais on dans notre contexte. Oui, tu sais, je veux dire, c'est difficile de... Je vais parler pour moi, là, mais c'est, tu sais, même avec les plus belles intentions du monde, c'est difficile de juste rien faire. Ben ça, oui, assis-toi là et fais juste rien. Ça serait une belle façon de mettre au monde. Je t'écoute. Enlève la main comme à l'école. Là, tu me prends tout de suite après. Oui, c'est ça, parce que ce dont parle Ariane, c'est ce qu'on appelle les accouchements non assistés, et ça existe au Québec. Ben et il y en a, il y a des personnes qui accouchent moi, je m'étais préparée pour ça. Dans leur maison. Et de manière physiologique, puisqu'il n'y a vraiment aucune intervention. Si tu parles S'il y a une doula dans le coin, il y a une intervention. Mais si la doula est là pour s'occuper des bébés, en tout cas, des enfants qui sont présents, tu vois ce que je veux dire? C'est possible aussi. Mais la présence féminine, tu sais, de cette confiance-là que ça l'amène, assis-toi là puis fais rien, cette présence-là, moi, elle me réconforte. Mais il y a des bonnes interventions. Oui, aussi. Puis il y a des mauvaises interventions. Je veux pas qu'il y ait la perception qu'une doula assise dans le coin, c'est une mauvaise intervention. OK? C'est prouvé, là, scientifiquement, la présence d'une doula en continuant un accouchement va diminuer le taux d'intervention indue, néfaste, va améliorer les issues d'accouchement, va améliorer le vécu de la femme. Ça c'est clair, noir sur blanc. Mais après ça, que ce soit un accouchement non assisté, c'est non assisté par un professionnel de la santé, on s'entend, là, les doulas sont là, elles offrent un soutien émotif, une présence. Mais ça c'est... Et pour toi, c'est pas de la physiologie, le fait de... Probablement... Oui, c'est de la physiologie, mais c'est pour moi, la physiologie, c'est quand on essaie de pour moi, un accouchement physiologique moderne, excusez-moi, il faut que c'est quand on va mettre pas de médicaments. OK, moderne, ce serait ça ta définition à toi? Pour moi, un accouchement physiologique moderne, c'est où est-ce qu'on va pas intervenir avec de la médication, puis avec le moins de gestes intrusifs possible. Moi, j'ai ma définition d'accouchement physiologique. Tu la tiennes aussi? Bien, moi, je voulais faire un parallèle parce qu'avant, on parlait d'accouchement normal. Puis récemment, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui était pas dans le monde de la péri, puis elle m'a dit, mais c'est quand même plus clair pour monsieur, madame, tout le monde, un accouchement normal. Puis je trouvais ça intéressant, puis j'essayais de réfléchir, c'est quoi la différence pour moi, tu sais. Mais l'affaire, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ont arrêté de parler d'accouchement normal, c'est que ça a été approprié. Si c'est vaginal à l'hôpital, bien, il y a plein de gens à l'hôpital qui vont dire que c'est un accouchement normal. Puis je pense qu'on voulait distinguer un peu de ça. Mais moi, la vie m'a amenée à faire d'autres choses. J'ai aussi suivi une formation d'accompagnante à la naissance, là, il y a plus de 10 ans. Puis, tu sais, une des choses qui m'avait marquée, c'est de quoi la femme ou la personne qui accouche a besoin quand elle donne naissance. Tu sais, c'est quoi nos... en quoi on ressemble à un mammifère, puis qu'est-ce qui nous aide. Puis moi, ce qui m'avait vraiment frappée, c'est à quel point peu d'hôpitaux sont vraiment organisés ou tiennent compte du besoin de sécurité, de noirceur, jusqu'à c'est ça, j'allais dire, odeur, noirceur, atmosphère respectée, tu sais, dans le fond, la porte barrée, intimité. J'avais vu ça une fois sur les réseaux sociaux, je sais même pas si c'est une de vous qui avait écrit ça, mais tu sais, moi, à mon 4e enfantement, c'était un accouchement de marde, mais pas parce qu'il était laid, mais parce que j'ai fait beaucoup caca. Ben, on t'a stimulé. Oui, on m'a stimulé les intestins, puis j'accouche vite, fait que j'ai pas eu le temps de me vider avant de pousser, mettons. Fait que on avait fait une intervention médicamenteuse alternative. À cause de la COVID, on n'a pas le choix. Ma fille, j'avais tellement peur. Mais bref.
Et c'est ça. Fait que, tu sais, faut que tu sois... Tu sais, les personnes qui sont devant toi, faut que tu sois à l'aise de faire caca devant eux. Si t'es pas à l'aise de faire caca devant eux, comment tu vas être à l'aise de mettre au monde ton bébé? Parce que veux pas, c'est le même degré d'intimité, tu sais. Faut que tu laisses aller tes sphincters comme quand tu fais pipi ou caca. Fait que si t'es pas capable de faire pipi ou caca devant les personnes qui sont devant toi, mais mettre au monde ton bébé, c'est les mêmes mécanismes en dedans de nous, côté mammifère. Puis moi, j'avais envie de dire ma définition de physiologie parce que je pense pas être aussi... pas tout, ben, oui, mais non. Moi, comment je le vois, une naissance physiologique, mais moi, c'est tout entourant le consentement éclairé parce que je vois pas nécessairement les interventions négativement. Il y a des interventions nécessaires, puis moi, je considère les interventions que j'ai eues à mon 4e enfantement qui étaient nécessaires. J'ai senti que c'était une naissance physiologique, même si j'ai eu des interventions qu'on a provoqué les choses parce que je me sentais en contrôle. Donc, mes besoins, autant physiques qu'émotifs, ont été absolument respectés. Fait que pour moi, ça, c'était de la physiologie. C'est intéressant, cette définition. Oui. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il faut rejeter. On a besoin. Puis d'avoir eu la disponibilité d'avoir ma provocation avec vous, pour moi, c'est un respect de mon besoin. Autant physique que psychologique, et je l'ai reçu. Fait que pour moi, c'était de la physiologie. Puis, tu sais, dans le fond, moi, je milite pour que chaque personne ait les choix qu'elle veut dans sa naissance. Les défis, c'est que les personnes qui soient là pour nous accompagner aient la formation puis aient l'expérience de nous accompagner dans ces éléments-là. Puis, tu sais, pour moi, ça, c'est... Moi, j'ai dit en introduction de l'autre épisode que j'avais eu 2 suivis sage-femme, mais j'ai aussi eu 2 transferts à l'hôpital. Fait que j'ai eu aussi l'occasion d'expérimenter la présence de d'autres professionnels. Puis, ça m'a quand même fascinée à quel point, de différentes façons, ils sont moins bien formés pour que je me sente respectée, que ça soit la manière dont les touchés vaginaux sont faits ou certains protocoles qui sont en place. Puis, tu sais, ça fait partie de nos souhaits au Mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement, puis avec nos alliés, d'essayer de continuer de... C'est qui sont moins bien formés? C'est les sages-femmes ou c'est les médecins? Non, les médecins, les infirmières. Tu sais, c'était quand même fascinant, un toucher vaginal de ma sage-femme. Elle attend que je sois prête, soit que ma contraction soit finie. Elle me dit, je vais mettre ma main ici, comme ça, je peux sentir la chaleur. Sens-tu le froid du gel? Oui. Quand tu es prête à l'expiration, j'y vais. Et c'est comme... tellement doux. Pourquoi est-ce que les infirmiers, les résidents à l'hôpital sont pas formés pour faire ça? Pourquoi l'infirmière à mon 2e, elle a été fascinée de voir ma sage-femme laisser la tête du bébé tourner par elle-même? Tu sais, c'est des choses de base. Ils sont pas formés pour ça. Puis, qu'ils soient formés pour faire d'autres sortes d'interventions, c'est super parce que des fois, elles sont nécessaires. Puis fait que c'est un peu l'envers, tu sais, dans le fond, les militantes pour les droits des femmes pour l'humanisation des naissances, elles ont souhaité que les sages-femmes, elles accompagnent pas avec certaines interventions pour qu'elles soient capables d'accompagner les familles puis qu'elles demeurent des expertes de l'accouchement hors centre hospitalier. Puis, tu sais, ça a eu beaucoup de positifs. Il y a des réflexions sur est-ce que ça doit changer, est-ce que les familles veulent d'autres choses, est-ce que le temps que les sages-femmes ont à offrir aux familles, on voudrait que plus de personnes y aient accès, mais que ces professionnels-là continuent d'être formés puis être capables d'accompagner les familles, oui, dans leur choix, mais aussi comme de continuer de maîtriser la physiologie. Pour moi, c'est super. Et en même temps, j'aimerais ça que les personnes qui apprennent les interventions aient certaines connaissances de base. Parce que toucher vaginal, là, je veux dire, tu le voyais bien, il était où mon col, là? Je le vois pas, je le sens. Tu le sens, là? Tu le voyais des doigts? Ça m'a jamais fait mal, mais effectivement, mes touchés vaginaux, c'est une expérience traumatisante pour moi. Tu sais, une fois, j'ai reculé de 2 pieds, je me suis dit, crème, elle essaie de crever mes os, tu sais. J'ai reculé de 2 pieds sur la table pendant l'examen tellement c'était violent et douloureux. C'est pas supposé être violent et douloureux, et ça, pour moi, c'est une violence, et je le crie haut et fort. Puis, en même temps, on reproduit ce qu'on a vu. Fait que si eux, ils ont vu leurs semblables les former en faisant mal aux femmes,
ils reproduisent ces douleurs-là parce qu'ils pensent que c'est la bonne pratique, mais ce n'est pas une bonne pratique. Et là, je m'en fous des répercussions de ce que je viens de te dire, hein, parce que moi, je suis checkée tout le temps. Je m'en fous. C'est pas une bonne pratique faire mal à une femme dans des soins ou des interventions qui sont pas censées faire mal. C'est pas censé faire mal. Moi, je fais pas mal à mes clientes, puis je viens peser sur leur douleur quand je fais en intravaginal. Puis je m'organise pour qu'elles soient toujours en contrôle, toujours confortables, toujours confiantes. Donc, je sais que c'est cette tension-là qui leur fait mal, qui fait en sorte qu'ils ont des symptômes, et je rive à y aller dessus sans qu'elles soient agressées. Eux, au contraire, sont en parfait contrôle. Fait qu'il y a un message à passer. Est-ce que tu avais d'autres choses dans tes choses notées que tu n'as pas eu le temps de dire avant qu'on parte sur l'évolution? Tu me faisais une perche tantôt sur l'élargissement du champ de pratique. On pourrait en parler plus tard, tu sais. Mais dans le fond, il y a en effet des éléments qui nous préoccupent, nous, comme coalition pour la pratique sage-femme, qu'on pourrait élargir, mais en même temps, pas n'importe comment, parce qu'on considère qu'il y a encore beaucoup de familles au Québec qui veulent avoir un accès à des professionnels pour les accompagner à l'extérieur de l'hôpital. Puis, on pense qu'il y a des manières de travailler ça avec le gouvernement pour que ça soit encore possible. Donc, ça, c'est un dossier sur lequel on a moins travaillé. C'est ça qui est un peu en menace aussi, puis c'est ça qu'il va falloir qu'on discute de fond en comble, effectivement. Mais là, Ariane, tu sais, en étant le deuxième bébé de la formation sage-femme au Québec. Deuxième cohorte, oui. C'est le deuxième dans l'ordre des bébés. Toi, tu l'as vu évoluer, ton métier? Oui. C'est le moment, là. Le moment. Il faut, parce que moi, je l'ai vu évoluer ton métier, puis j'ai enfanté la première fois en 2011 versus 2022. On était à deux endroits complètement différents. Puis ça m'a beaucoup frustrée. Puis je sais que ça te frustre aussi. Bien, c'est sûr que moi, je suis devenue sage-femme justement pour les accouchements hors milieu hospitalier, pour être vraiment là pour les besoins des femmes. Tu sais, moi, toute ma compétence, toutes mes connaissances, tout ça, c'est juste pour être au service des femmes. Donc, c'est sûr que... Puis aussi, comme j'ai dit plusieurs fois, moi, j'ai pratiqué là, comme infirmière en centre hospitalier, ce que personnellement, excusez-moi, j'appelle l'usine, tu sais. Comme personne, j'avais la même philosophie, le même désir d'accouchement physiologique, puis tout ça, mais le système fait que tu peux pas... Ça rentre pas dans le cadre de la chaîne de montage de bébé, là, tu sais. Fait que peu importe comment on est passionné puis qu'on veut le bien de nos clientes puis qu'on le fait finalement du mieux qu'on peut, le système fait en sorte qu'on est limité. Il y en a des centaines de excellents médecins de famille, excellents gynécologues, d'excellentes infirmières, hyper humaines, hyper toutes dans notre système au Québec, mais c'est le temps qu'on a, c'est l'obligation de productivité, c'est tout ça qui écrase, tu sais. Puis, dans le fond, au Québec, depuis 1999, bien, la légalisation, on est toujours peu de sages-femmes, tu sais. Je veux dire, on était peut-être 150 quand j'ai gradué, puis maintenant, 250, tu sais. Fait que c'est sûr que le nombre fait que aussi la disponibilité. Juste faire un parallèle, en Ontario, comme les sages-femmes en Ontario sont nées peut-être une dizaine d'années avant les sages-femmes au Québec, mais elles travaillent un peu plus à l'hôpital. Puis, elles sont au-delà de 2500. Ce qui fait qu'elles sont responsables de beaucoup de... Je ne veux pas m'avancer sur les chiffres, là, parce que je ne suis pas bien bonne là-dedans, là, mais mettons, au Québec, les sages-femmes, c'est 2 à 3 % des naissances. 4 %, On est rendu à 4 Hooray! Là-bas, c'est plus genre 25 30 40 Fait que c'est sûr que là, ton impact sur la pratique est très différent. Ce qui fait que au Québec, on n'a pas de ligne directrice de notre association professionnelle, genre comme ils ont en Ontario. Alors, on est un petit peu soumise à nos lignes internes dans chaque maison de naissance, où des fois, l'ordre nous fait descendre certaines recommandations. Mais en Ontario, ils ont leur propre ligne directrice de sage-femme. Ce qui fait que nous autres, on se retrouve tout le temps un petit peu assis entre deux chaises entre les recommandations de la SOGC, tu sais, donc la Société canadienne de gynéco, parce qu'à défaut d'en avoir nous-mêmes, puis ce qu'on s'est écrit on the side, tu sais, puis on va beaucoup piger dans la littérature ontarienne pour soutenir notre pratique, tu sais. Alors, ça fait que si on était plus, on aurait nos propres lignes directrices, on pourrait plus s'affirmer, mon impression, là.
Ben moi, ça faisait partie de mes recommandations quand Laure a fait sa fameuse Planif-Strat, puis Son fameuse quoi? Planification stratégique. Merci. Et avant ça, il y a eu Pour les gens qui font pas de coordination, là. Ben oui, c'est vrai, c'est du langage. Mais dans le fond, tu sais, je vous ai raconté une histoire tantôt en lien avec l'échographie du 3e trimestre, puis ça et d'autres choses, moi, ça m'a amené à me dire, ben il faudrait qu'il y en ait plus, puis Plus de quoi? De lignes directrices, plus d'accès. Mais en fait, aussi plus de recherche au Québec sur la pratique sage-femme au Québec. Mais dans le fond, ma compréhension des choses, c'est que le gouvernement ontarien, à un moment donné, a financé l'association ontarienne pour ça. Puis, dans le fond, on n'en a pas parlé beaucoup tantôt, mais au Québec, on a une grande méconnaissance de la pratique sage-femme, mais elle est aussi venue avec un manque de soutien. Dans le fond, le gouvernement est le seul employeur, ou presque, là, des sages-femmes au Québec. Comment ça? Ou presque? Ben, les seules sages-femmes qui ne sont pas employées. Il faut qu'il y ait un lien. Pour qu'elles soient des sages-femmes, il faut toujours qu'il y ait un lien avec l'établissement. Mais bon, il y a des sages-femmes. C'est ça, parce qu'en France, on a le droit d'avoir des sages-femmes libérales. C'est ça. Mais donc, ici, non. Donc, ça fait partie des négociations. Puis, tu sais, même la création de maisons de naissance, oui, au final, aujourd'hui, au Québec, il y a beaucoup de familles qui en veulent. Je parlais dans l'autre épisode des familles en région éloignée qui veulent avoir accès à des lieux de naissance dans la communauté. C'est une particularité puis quelque chose qui est vraiment apprécié. Mais c'était aussi un entre les deux, là, qui a été... moyen de contrôle. C'est un moyen de contrôle. Ça fait partie des négociations. Puis, dans le fond, ben tantôt, j'ai dit qu'il y avait eu les 5 ans de projet pilote. Bien, ça a retardé la pratique sage-femme au Québec. La légalisation complète a été plus tard. La formation du seul programme de formation a été faite en 99, comme Ariane l'expliquait. Donc, il y a eu des différences entre l'histoire de la pratique ontarienne puis l'histoire de la pratique québécoise qui font qu'on explique cette grande différence de nombre. Mais le fait que le gouvernement n'ait pas plus promu les services de sage-femme parce que oui, il manquait de sage-femme, mais aussi, tu sais, dans le fond, c'est la poule ou l'œuf parce que oui, tu sais, il y a plus de familles qui demandent des services de sage-femme que celles qui y ont accès actuellement. Souvent, on parle des longues listes d'attente, mais il y a des endroits à certains moments où les listes d'attente sont pas si longues, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de familles, comme on disait tantôt, qui savent pas ça, qui en ont pas eu dans leur entourage. Sabrina disait tantôt, il faut que tu connaisses quelqu'un pour avoir... pour savoir que c'est aussi sécuritaire, que c'est payé par la RAMQ, etc. Donc... Ben oui, moi, je pensais qu'il fallait que je paye mon suivi sage-femme la première fois. Il devrait y avoir des pubs gouvernement du Québec. C'est ça, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas d'intérêt. Gratuit. Moi, je me souviens quand je suis devenue enceinte en 2015, en fait, j'avais une amie qui avait eu un bébé, et puis je l'ai croisée. C'est une amie d'amis. C'est même pas mon amie... C'est une amie d'amis, puis je la croise, puis elle avait son bébé, je suis comme mignon, tout ça, puis je dis, hey, moi je suis en train d'essayer. Elle me dit, mais dès que t'es enceinte, tu m'appelles. Je dis, ok. Elle me dit, j'ai plein de trucs à te dire. Je suis comme, ok. Fait que genre 2-3 mois plus tard, je l'appelle, super nouvelle, je suis enceinte. Puis elle me dit, ok, regarde, viens à la maison, je vais te donner un livre, je vais te donner un DVD. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, C'était quoi le livre et le DVD? Le DVD, c'était L'Arbre et le Nid. Qui est un documentaire sur la pratique sage-femme et VS pratique avec un gynécologue obstétricien. Et le livre, c'était Une naissance heureuse d'Isabelle Brabant. Voilà. Bah oui. Et avec ce livre, avec ce DVD, j'ai fait comme « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce nouveau monde que je ne connais pas ?» Parce que pour moi, c'était sûr, j'avais un suivi à l'hôpital, j'allais accoucher à l'hôpital. Et après avoir eu ce DVD et feuilleté le livre, c'est surtout le DVD qui m'a fait changer d'idée. J'ai tout de suite appelé les maisons de naissance. Et d'ailleurs, j'étais quand même 14e sur la liste d'attente, alors que ça faisait même pas 4 semaines que je savais que j'étais enceinte. Et j'ai fait du pouce là, tu sais, genre j'ai dû appeler plusieurs fois les maisons de naissance. Est-ce que j'ai monté? Puis à un moment donné, on m'a appelé au bout de presque 3 mois en me disant, vous avez une place. C'est ça, fait que j'avais déjà fait ma première écho, puis mon début de suivi à l'hôpital à ce moment-là. Donc, c'est vraiment comme aujourd'hui, mais encore aujourd'hui, pour savoir que les sages-femmes existent, il faut que tu aies une amie qui te dise, tu sais que tu peux avoir un suivi transmettre la bonne nouvelle. Exactement. On la sait pas, sinon, je sais même pas comment j'ai su que ça existait des sages-femmes. Je sais même pas, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis c'est triste parce que s'il y avait eu plus de promotion sur ce métier-là, c'est clairement le métier que j'aurais dû faire.
C'est sûr que là, dans les conditions actuelles, je serais sûrement tout le temps indignée, tout le temps frustrée, mais quand même, je pense arrêter mon métier. Puis c'est plate parce qu'on enlève finalement des métiers passionnants de l'imaginaire des petites filles ou des garçons aussi, là, pour un futur métier plus tard. Fait que oui. Puis là, OK, t'avais-tu fini cette idée-là? Parce qu'elle était vraiment super... OK, là, c'est faut que tu le dises, là. Parce que c'est ça qui est plate, hein, finalement. Puis ce que je réalise avec l'épisode, aussi, je m'en vais. Hein, oui, c'est stressée. Elle respire plus. J'ai vu qu'elle a figé. Dans le fond, c'est l'épisode sage-femme. On veut comprendre ta réalité, ton métier. Déjà, tu nous as parlé... Comment ça a changé? Comment ça a changé? Parce que déjà, tu nous as parlé de tes obligations, tu sais, comme quelqu'un comme moi qui est... C'est la pression du médico-légal. C'est la pression. C'est pour ça que c'est là que je m'en allais avec mes règles de soins. C'est que... En 17 ans de pratique, ce que moi, j'ai vu grandir sur mes épaules, c'est la pression de suivre les règles de pratique, le evidence-based practice, là, qu'ils disent en anglais. Donc, ce qui a été étudié, ce qui a été prouvé scientifiquement, c'est la meilleure façon de faire les choses. Alors qu'accoucher, genre, c'est un acte sexuel. J'avais vraiment besoin de le plugger depuis le début, que tu sais, comme quand on parle de toucher vaginal, quand on parle des hormones, quand on parle de la physiologie, tu sais, je veux dire, accoucher, c'est sur un continuum de notre sexualité, tu sais. Fait que si on n'aborde pas l'accouchement comme tel, c'est là qu'on crée des traumatismes du domaine des traumatismes sexuels, d'abus sexuels, là, tu sais. Fait que si tu computes pas ça comme professionnel, que toi, tu dis, il faut que tu sois à l'aise avec à chier devant la personne. Moi, souvent, je dis à les clientes qui disent « Ah, je veux inviter ma belle-mère ou mon beau-père à mon accouchement », que je fais « Excuse-moi, girl. » Non, je dis pas ça. Mais coucherais-tu devant avec ton chum devant elle? Est-ce que tu coucherais avec ton chum devant ta mère? Devant ton beau-père ou devant ta belle-mère? Ben non. Ben, accoucher, c'est pas mal ça. Tu sais, c'est ça. Donc, les règles de pratique, tu sais, c'est rare, là, que le monde vienne de te dire comment faire dans ta chambre à coucher, tu sais. Fait que les règles de pratique d'obstétrique, ça vient régir comment dans un monde idéal, on voudrait que tout le monde... Mais ils ont essayé avec la COVID, hein? Qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse déjà? Et je sais pas si c'était un canular parce que moi, j'étais très déconnectée du monde, mais il disait de faire l'amour avec un masque puis tout, là. Ouais. Ah ouais. Vous vous rappelez pas de ça? On essaie de régir pas ensemble, je pense. Oui, genre, si t'avais un nouveau conjoint, t'étais mieux de faire... Ben, je m'excuse, là, mais tu sais, regarde. Hein? Moi, je m'imaginais avec mon chum, j'étais comme, OK, ouais, ce serait drôle. Fait bref, moi, je trouve que le médico-légal prend de plus en plus de place, puis je sens de plus en plus, tu sais, comme la petite épée de Damoclès qui vient me piquer, genre, sur la tête une fois de temps en temps. Ah, si tu suis pas les règles, Ariane, il y a ça qui te menace, tu sais. Mais pas juste du médecin, là, dans ma propre équipe, tu sais, mais parce que à cause de ça, à cause de la pression du médico-légal, à cause que on a vécu, tu sais, je veux dire, on est des humaines aussi, là, les sages-femmes, tu sais, dans le sens que, je veux dire, les accouchements traumatiques que les femmes vivent, on les vit avec vous. Oui. Je veux dire, comme, oui, tu as vécu une réanimation de ton bébé, mais moi, j'ai aussi vécu la réanimation de ton bébé. C'est sûr que ça nous affecte sur différents niveaux, mais je ne peux pas oublier, tu sais, je veux dire, ben oui, je pourrais, mais tu sais, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que tous les accouchements traumatiques, on les a vécus avec les femmes. Fait que, tu sais, ça peut me créer des peurs, ça peut me créer des angoisses, puis que toi, tu me dises, ben moi, je veux accoucher toute seule. Puis que moi, dans mon analyse de professionnel, je vois tous les risques. Mm-hmm. C'est bien difficile de mettre mes lunettes roses puis faire « Mais ouais, fille, ça va bien aller. » Tu sais. Moi, je vois tous les risques, tu sais. Fait que là, genre, faut que je me parle, faut que je me dise, faut que je fasse confiance, faut que... Fait que, comme professionnel, le médico-légal nous ajoute une pression de suivre des règles absurdes pour préserver la sécurité, même si des fois, intuitivement, tu te dis, ben, si c'était pas de ces règles-là, tu sais, je veux dire, il y avait des règles qu'il n'y avait pas quand moi, j'ai commencé à être sage-femme. Comme quoi? Tu peux t'en donner ou c'est trop dur? Ah, ben, tout ce qui a rapport avec
les indices de masse corporelle élevés. C'était ma grande frustration, mon dernier. C'est drôle parce que, justement, tu sais, à mon premier bébé, moi, j'étais bonne pour mettre au monde, deuxième, troisième, mais au quatrième, j'étais rendue trop grosse pour être capable. Oui, mais ça, c'est pas toi qui as changé. Ben c'est ça. C'est les règles qu'on nous impose qui ont sur ma changé. C'est même pas des règles tout à fait officielles. Non. C'est ça aussi ça, le défi, je vais en parler. nous, comme organisme de défense collective des droits, c'est que c'est pas pareil partout, puis c'est l'analyse, oui, de l'équipe de sages-femmes, mais le diabète gestationnel, l'âge maternel avancé, ça, c'est toutes des choses que quand moi, j'ai gradué, là, en 2004, là, moi, tu pesais 100 livres ou 250 livres, je te traitais de la même façon. Maintenant, parce que tu pèses 250 livres, il faut que, faut que je te propose un médicament dès le début de la grossesse, il faut que je te propose des tests de plus, il faut que je te C'est d'une absurdité absolue, là. Ce qui est absurde, selon moi, c'est que moi, j'avais confiance en mes capacités de mettre au monde mon bébé, puis ça m'a mis des doutes. Ben, c'est clair. Mais c'est clair. Ça m'a enlevé de la confiance en moi de quelqu'un qui vient de faire ça 3 fois, là, dont la 3e fois, c'est j'ai éternué, il est tombé dans mon lit, là. Je me suis mis à avoir peur, me dire « si je suis pas capable de mettre au monde à cause de tout ça. » C'est fou, hein? Puis ça, je veux en parler, OK? Je trouve ça fou parce que, tu sais, moi, je l'ai lu, la littérature scientifique, je veux dire, je l'ai pas toute lue, mais j'en ai lu en maudit, là, OK? Puis il y a des recommandations vraiment très claires, comme par exemple au niveau de l'épisiotomie. Tu sais, puis il y en a encore des épisiotomies non consenties. Puis il n'y a même pas d'évidence qu'il y a des moments où est-ce que c'est pertinent de la faire. Puis c'est dans une étude qui faisait la revue de la littérature, puis là, c'est pas moi, c'est pas mes mots à moi. Il disait que c'était considéré comme une mutilation génitale. Puis ça se peut que dans certaines circonstances, il va en avoir. Puis là, je pense que rendu là, mais d'emblée, tu sais, fait qu'il y a des règles comme les doulas. C'est reconnu scientifiquement que ça rend tout mieux pendant la naissance. T'sais, je veux dire, il y a une liste de comme 15 choses que ça apporte, là, je ne l'ai pas toute par cœur. Mais pourquoi ça, c'est scientifiquement prouvé, mais que c'est pas dans les pratiques, mais qu'il y a certaines choses que c'est très nébuleux, très gris, puis ça devient la pratique. Fait que ça, moi, je trouve ça aberrant pour quelqu'un qui l'a vécu, mais qui a beaucoup lu sur le sujet. Je trouve ça aberrant qu'on en soit là. Oui. Mais Annick a parlé du système tantôt, puis c'est aussi ça, c'est comment est-ce qu'on s'organise pour donner accès à des professionnels de la santé pour les naissances. Puis finalement, il y a des protocoles qui sont en place, des fois qui prennent du temps à changer parce que la littérature a changé, mais des fois, c'est juste comment on s'organise pour donner des services. Puis là, c'est tellement internalisé par certaines personnes que c'est comme non, tu peux pas, oui, tu peux, en fonction d'une façon dont on s'est organisé. Mais à l'hôpital, il faut faire du monitoring 30 minutes quand tu arrives avec alors que c'est prouvé que c'est pas ça. Mais pourquoi on fait ça? Parce que au niveau de l'organisation du travail, c'est bien plus facile de mettre une femme 20 minutes sur un moniteur, aller faire d'autres affaires ailleurs, revenir après 20 minutes. Ah, tout est beau. Ou tout est... En tout cas. Oui, puis là, en plus, tu as une preuve, etc. Mais ça va jusqu'à des extrêmes qu'il y a des infirmières qui rentrent... peut-être fatigués, peut-être en TSO, mais qui rentrent dans la chambre sans à peine dire bonjour puis qui regardent le moniteur, tu sais, c'est comme c'est à ce point-là que des fois les personnes, que c'est leur accouchement, que c'est la naissance de un de leurs enfants, peut-être leur seul l'événement enfant. le plus important d'une vie. C'est ça, ils sont dans des circonstances où les personnes ne sont pas dans les meilleures dispositions pour les accompagner parce que, c'est ces conditions-là qu'on se donne pour accueillir des naissances au Québec. Moi, j'ai eu la chance, par contre, je veux juste le dire, parce que j'ai eu la chance à mon 2e enfantement. Bon, il y a eu des choses que j'ai pas appréciées, puis j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais l'infirmière m'avait choisi, parce que j'étais complètement paniquée, j'arrêtais pas de pleurer, j'étais provoquée, tout ça. Et elle a vraiment été vraiment présente, puis elle a fait une différence. Je sais pas comment elle s'est organisée, mais je l'ai adorée. Je me rappelle plus de c'est qui, mais je t'aime, OK? Fait que j'ai été vraiment chanceuse parce qu'elle était présente pour moi. Mes inquiétudes, elle m'aidait à réfléchir, elle était vraiment comme tout à fait là. Je l'ai senti. Fait qu'effectivement, je sais pas dans quelles conditions, comment ça a été possible. Mais voilà. Là, avant qu'on tombe sur notre prochain épisode, loi 15, il y a quand même une petite chose que tu m'as titillée avant qu'on débute l'épisode. Oui. J'aimerais ça que tu nous en parles, puis on va conclure là-dessus, les filles, puis on part sur la loi 15 tout de suite après. Vas-y, je t'écoute. Mais, déjà, je voudrais juste repartir, on parle des doulas et du fait que oui, juste leur présence, ça aide énormément pour éviter
beaucoup d'interventions et de risques. Mais sur place, moi je préviens toujours les personnes que j'accompagne, je leur dis toujours, sur place, ce n'est pas moi qui prendrai la décision. Jamais. Je suis là pour t'accompagner, te guider, répondre à tes questions, mais jamais je pourrais dire non, elle veut pas ça, donc on le fait pas. Il faut que ce soit toi ou ton conjoint ou ta conjointe qui disent non, parce que c'est vous les responsables de votre accouchement. Et d'ailleurs, pendant aussi les cours prénataux, je l'explique, à partir du moment où tu donnes c'est ton corps, c'est ton bébé, tu as le choix de prendre la responsabilité de dire non, tu as le choix aussi d'accepter tout ce qu'on te propose. Mais que ce soit l'un ou l'autre, c'est ta responsabilité. Parce que souvent, on va se dire, je vais donner ma responsabilité au médecin ou à la sage-femme. Ils savent quoi faire, c'est leur métier. Mais en donnant cette responsabilité-là, c'était ta responsabilité de la donner. Tu vois ce que je veux dire? Fait que tu es responsable quoi qu'il arrive, que ce soit... Que tu dises oui ou que tu dises non, exactement. Il y a des conséquences à chacune de tes décisions. Dans le refus, il y a des fois autant, sinon plus d'implications que d'accepter. Donc, je trouve que c'est très important de remettre la responsabilité sur... et donc, d'être informé, parce que le problème, c'est que si tu acceptes sans être informé, ça marche pas non plus. Je pense que c'est là l'enjeu. Parce que on est responsable, mais je trouve pas qu'on l'est entièrement dans notre contexte culturel. Parce qu'on subit. On subit beaucoup. Si on n'est pas informé, on ne peut pas l'être complètement. C'est sûr, complètement. Et c'est vraiment une question d'information. Il y a une responsabilité, c'est ça, de ceux qui nous entourent aussi qu'il faut qu'ils prennent. Là. Et à l'hôpital, c'est comme j'en parle aussi beaucoup à mes cours prénataux, c'est comme c'est une usine à accoucher, c'est vrai. C'est pas leur faute là, il y a des accouchements et donc ils vont pas te considérer toi en tant que personne. Qu'est-ce que toi tu veux exactement? Ils ont tellement de choses à faire, c'est difficile pour eux là de te considérer tous tes besoins. Donc c'est important que toi tu les connaisses et la doula aussi est là pour les connaître. Mais ce que je veux dire, c'est comme sur place, moi je vais être là pour accompagner la personne à accoucher, là, et je vois la différence. J'ai vu la différence avec mon expérience avant et après la péridurale. Je ne suis pas contre la péridurale du tout. C'est à un moment donné, elle n'en peut plus, elle a mal, elle a besoin, il n'y a pas de problème. Heureusement qu'elle est là, la péridurale, quand on n'en peut plus et qu'on est crevé là. Mais j'aime montrer cette image-là, c'est parce que vraiment avant la péridurale, donc c'est un accouchement physiologique que j'appelle, où là, il y a vraiment une danse avec la personne qui accouche. On va à la toilette, on va sur le ballon, on danse. C'est genre, oui, elle a mal. Oui, ça fait mal d'accoucher souvent, là, tu sais, je veux dire. Mais je suis là pour l'accompagner. Il y a quelque chose qui se passe. Elle crie, elle hurle ou pas, tu sais, genre, elle est présente, tu sais. Puis les infirmières, elles viennent, puis la personne qui accouche, elle sait ce qu'elle veut, elle demande ce qu'elle veut. Elle dit non, elle dit stop, elle dit attendez, j'ai une contraction. Tu vois, il y a vraiment... C'est comme il y a de la vie, là, j'ai envie de dire. La péridurale arrive et souvent, la personne est allongée, elle ne peut pas se lever parce que c'est rare. J'ai vu une fois la walking péridurale où tu peux te lever, là, mais... Et à ce moment-là, ce que j'appelle, tu deviens une machine à accoucher. Parce que tu es allongé, et ce qui te fait accoucher, c'est le taux d'ocytocine qu'on va te mettre. Où là, il y a les infirmières qui regardent l'écran. Quasiment plus avec la personne qui est allongée dans son lit, là. Parce qu'on regarde l'écran. Ah, regarde les taux de bébé. Ah, là, ça monte un petit peu. On va descendre l'ocytocine. Ah, là, il n'y a pas assez de contraction aux minutes sur l'écran, donc on va augmenter un peu l'ocytocine. Et ça va être comme ça pendant plusieurs heures de trouver le bon dosage d'ocytocine pour que le cœur du bébé aille bien, mais que les contractions soient efficaces. Avec un toucher vaginal aux 4 heures ou 3 heures, pour vérifier que ça augmente bien à une bonne allure. Et au bout de 10 cm, on fait « Ok, c'est bon, c'est à 10, on va commencer à pousser. » Puis là, tu vas commencer à pousser de manière obstétricale avec... T'arrêtes de respirer. Oui, diriger, exactement. T'arrêtes de respirer pendant que tu pousses sur 3 fois pendant mais ça, pour le périnée, s'il vous plaît, faites plus ça. Là, c'est comme ça que... Mon Dieu! Tu sais, on peut dire comme, est-ce que je pourrais essayer d'accoucher dans telle position, sur le côté, etc. On va dire, oui, vas-y, essaye. Mais à un moment donné, ce qu'on va te dire, c'est ça. Une ou deux contractions, puis retourne-toi. Mais c'est parce qu'on va te le dire, on va dire, c'est plus efficace sur le dos, c'est plus efficace quand tu fais ça. Si tu veux que ton bébé accouche, il faut que tu fasses ça. Tu sais, il n'y a même plus de questions à poser. Là. Quand on te parle, il faut que tu fasses ça si tu veux que ça fonctionne. Fait que tu es comme, je veux que ça fonctionne, donc je vais le faire.
Fait que tu te mets sur le dos, Ben tu écartes les jambes, tu arrêtes de respirer et tu pousses, comme on te le dit de faire. Puis là, il y a cette intervention physique que je ne comprends pas, que j'ai jamais compris, où c'est vraiment, on met les doigts là pour écarter, pour aider jusqu'à ce que la tête sorte. Puis là, à ce moment-là, bébé sort, on le met sur la table, on l'aspire, etc. Après ça, on la met on le brasse. Oui, un petit peu, on le brasse aussi, mais tu sais, genre, je suis quand même... Et après ça, on me dit, comment ça s'est passé à l'accouchement? C'est un bel accouchement? Je suis comme, ça s'est passé comme un accouchement à l'hôpital. Je suis désolée, mais c'est rare que j'ai vu des beaux accouchements. Mais bébé puis maman sont en santé? C'est ça. Alors, c'était un accouchement merveilleux. Oui, mais c'était comme... Tu sais, genre, je vois des accouchements... genre, je me souviens très bien de cette personne que j'ai accouchée. Elle était par terre, elle était sous ses contractions, elle était vraiment puissante. Une lionne. Et l'infirmière, la médecin qui arrive, que « Madame, mettez-vous sur le lit. Mettez-vous sur le lit, on s'allonge tout de suite sur le lit, on écarte les jambes, il faut que je fasse un toucher vaginal. » Je suis comme, mais je suis la doula. Je suis censée, tu sais, genre, mais je suis comme, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas dire à la médecin, non mais là, laissez-la tranquille. C'est pas à moi de lui dire ça, tu vois. Mais en même temps, donc on assiste à ce genre de violence, parce que pour moi, c'est complètement une violence. Et en tant que doula, on est aussi... Aux premières loges. Ouais. Et je peux t'assurer que quand on converse avec les doulas, là, on s'en dit des centaines et des centaines de comme ça. C'est assez énorme. Ben moi, je vous suis tout le temps sur les réseaux. Puis, justement, une doula que j'aime beaucoup, Caroline Michel, je ne sais pas si vous la suivez, mais elle est tellement attachante. Elle a partagé l'histoire de naissance. Elle essaie d'écrire l'histoire de l'enfant pour qu'il puisse le relire plus tard. Puis, c'était tellement une naissance violente et horrible. Elle a essayé de le rendre beau. Puis, j'étais comme, mais c'est tellement violent ce qui s'est passé, tu sais. Fait que c'est ça, vous êtes aux premières loges de tout ça. Puis, nous, en tant que personne qui accouche, qui ne sait pas tout ça, je trouve que c'est dur de s'y retrouver, puis justement de savoir où mettre notre énergie, comment se former, comment s'informer, parce qu'on ne sait pas tout le derrière. Fait que c'est là que c'est intéressant finalement de s'ouvrir. Et là, je vais devoir finir l'épisode Sage-Femme, parce qu'il faut qu'on parte sur la loi 15 ans avant qu'on parte. Ben merci les filles. Je pense que ça démystifie quand même bien un peu la différence entre vos métiers. Aussi les besoins des personnes qui enfantent. Déceler aussi une violence qu'on pourrait subir. Donc, c'est quoi la différence entre être la chef d'orchestre pendant une naissance versus un peu plus subir? J'espère que ça brasse les affaires. Notre mot d'ordre aujourd'hui, c'était l'indignation. J'espère que ça brasse des choses parce que c'est en étant finalement indigné qu'on fait évoluer, et j'espère t'avoir motivé à l'épisode qui va suivre, où est-ce que là, on va te demander de te mettre en action. Donc, merci pour ton écoute, et encore une fois, j'espère que tu vas me partager ton feedback, ton ressenti suite à l'écoute de l'épisode. J'aime beaucoup échanger avec vous tout de suite après. Donc, merci encore, et on continue avec la loi 15 tout de suite après.